Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode preview de la saison 2026 de College Football. Aujourd'hui, changement de conférence, puisque après la SEC, la SEC, on passe du côté de l'ACC, l'ACC, l'Atlantic Coast Conference, qui n'a plus que d'Atlantique que de nom, puisque depuis quelques années maintenant, vous savez, il y a SMU qui est du côté du Texas, Stanford et Cal qui sont du côté de la Californie. Aujourd'hui, vous le voyez, il est tout beau. Il a sorti son plus beau t-shirt Ole Miss. C'est Valentin Survival. Comment vas-tu? Salut. Bah ça va et toi, tranquille la forme? Eh bien, ça va, ça va. On va se faire un petit plaisir de parler de l'ACC, une conférence qui est un petit peu en difficulté. On va pas se le cacher, hein. C'est-à-dire qu'il y a une grosse tête d'affiche qui est en la personne de Miami, finaliste malheureux de l'année dernière. Derrière, voilà, il y a des équipes un peu plus en difficulté. On pense à Clemson et Florida State. Même format que l'épisode sur la SEC, c'est-à-dire on va faire 2 épisodes, voilà, par ordre alphabétique tout simplement. Donc 9 équipes au programme aujourd'hui. On va aller de Boston College jusqu'à NC State. Voilà. Val, tu nous fais un petit état des lieux de la saison dernière avec une victoire de Duke, un peu la surprise générale, hein. On se souvient de cette victoire lors de la finale de conf. Ouais, une grosse saison de Duke avec beaucoup de bons joueurs, mais il n'y a pas que eux qui font une bonne saison en ACC. T'as Virginia qui fait une bonne saison, un Hum, petit peu surprise, si je peux hum. dire. Bien sûr, après, derrière, tu as SMU et Miami, comme tu as dit, qui vont perdre en finale. Mais ouais, malheureusement pour Duke, c'est dommage de ne pas concrétiser sur leur belle année parce qu'on va voir sur cet épisode qu'ils ont perdu malheureusement un peu tout le Beaucoup monde. de monde, ouais. Mais il y a quand même un petit espoir. Mais Mhm. ouais, une ACC faiblarde, comme j'aime bien le dire, pour faire grincer notamment les fans de Clemson, la conférence des nullards. Et bon, c'est un petit peu pour rigoler que je le dis, mais on n'en est vraiment pas très loin. C'est pas très sexy. Et quand j'ai commencé la présentation de cette conférence avec Boston College qu'on va faire là, ouais, bah c'est compliqué. C'est compliqué. Ça fait pas rêver. Effectivement, hein, c'est une conférence où il y a voilà, peu de têtes d'affiche. Il y a des équipes qui sont, comme je vous ai dit, en difficulté. Et puis, c'est une conférence un peu bizarre parce qu'en fait, c'est une conférence avec un nombre impair d'équipes, ce qui fait que pour les schedules, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que cette saison, on aura 12 équipes qui vont jouer 9 matchs de conférence et 5 qui vont jouer seulement 8. Donc, c'est Boston College, Clemson, Florida State, Georgia Tech et North Carolina. Voilà, donc déjà, on se souvient l'année dernière avec le tiebreaker un peu bizarre avec Duke qui a joué la finale de conf et machin, mais alors là, ça peut être n'importe quoi encore une Mm. fois de plus. Ça fait pas très sérieux, on va se dire ça comme ça, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait 17 équipes, plus Notre-Dame, vous savez, qui est obligé de jouer 5 matchs contre une équipe, 2 équipes de conférence ACC, enfin bref, ça fout un peu le bordel. Euh, D'ailleurs, oui, par vas-y, rapport vas-y. à ça, et si je dis pas de bêtises, tu as Gus et ses acolytes qui vont faire leur propre preview de Notre-Dame. C'est pour ça qu'on va pas le faire sur la preview ACC. Si je me trompe pas, hein. Mais il me semble que j'ai Après, vu passer ça. après, ils vont, comme d'habitude, ils vont le faire avec, voilà, ils font leur petit podcast, vous savez, qui est relié au nôtre. Mais on va peut-être pouvoir en parler la prochaine fois, rapidos, pour Ok. avoir peut-être une Mm. preview, pas de 1 heure et demie, mais voilà, d'une dizaine de minutes. Puisque voilà, Notre-Dame fera partie très clairement des favoris, hein, qu'on soit très clair, même s'ils sont pas vraiment ici, à proprement parler. Voilà, forcément, on les met avec cette conf. Avant de commencer par parler de Boston College, est-ce que tu as voilà, des favoris cette saison en ACC? Il y en a un qui se détache, bien évidemment. Bah, Miami. Mm. Maintenant, voilà, c'est l'équipe de ACC qui va, à mon avis, glaner les titres, enfin, proche de glaner les titres sur les prochaines années. Tu as SMU et Louisville qui sont les deux autres que j'ai un petit peu derrière. En outsider, on va le voir, tu as Clemson, tu as potentiellement un Syracuse, un Mm. Virginia Tech, selon comment ça prend, retour de blessure notamment au quarterback de Syracuse. Et les bons derniers de la classe, j'ai Boston College et Stanford. Il y en a d'autres où tu te dis s'ils vont peut-être être dans les bons derniers, mais si ça clique, ça va peut-être venir, ouais, pas être outsider, mais au moins dans le ventre mou. Donc bon, moi j'ai un peu établi ça comme ça. Mm. Je pense pas trop me tromper, en tout cas entre Miami, SMU et Louisville. Oui.
Je pense qu'effectivement, on prend pas trop de risques. On est bien d'accord. Et ben, on va commencer par, attention, faut se mouiller la nuque. On va commencer par Boston College. Voilà, c'est clairement une équipe qui est en difficulté. Bill O'Brien, le head coach, est maintenant là depuis quelques années. Ancien head coach de Penn State et ancien head coach de Houston, des Texans de Houston en NFL. La sauce a un petit peu du mal à prendre et il n'y a pas vraiment de signe positif pour cette année 2026, hein, Val, pour les Eagles, hein. Bah, non, du tout, parce que, malheureusement, ils ont perdu leurs quelques bons joueurs et ils en avaient quand même quand tu regardes individuellement. Tu avais des mecs, comme le safety Omar Thornton qui est parti, à Miami. Le left guard Eric Zottery qui est parti vers Louisville. Donc voilà, 2 concurrents directs en ACC, donc c'est quand même dommage. Tu as leur receveur X, Reed Harris, qui est parti à Arizona State, leur running back 1, Turbo Richard, qui est parti à Indiana, Indiana, ouais. leur edge, Edwin College, vers Vanderbilt, pardon, et leur quarterback 1, Dylan Lonergan, qui n'a pas fait une grosse saison, hein, qui a lancé 12 TD pour 5 à terre, mais qui est quand même parti vers Rodgers. Et si tu n'oublies pas, en plus, ils ont perdu leur left tackle, Jude Burry, leur guard Logan Taylor à la draft, Quintavious Hutchins, pardon, le edge, et Lewis Bond, le petit slot, donc qui joue aussi un petit peu à l'extérieur. Et là, tu fais ah ouais, mais merde, quoi. Enfin, ça pue, quoi. Donc, tu vas regarder un petit peu dans le portail des transferts, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, ou sur la classe de commits. Bah, sur le portail des transferts, ça va chercher des mecs de plus petites facs. Alors, on va le voir surtout en ACC, ils ont beaucoup joué sur de très bons joueurs de FCS et tout, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont d'ailleurs performer en ACC, qui sont très bons. Mais tu vois pas le même talent qui arrive, en sachant qu'ils ont fait une saison 2024 De 10, ouais. 2025, pardon, De 10, ouais. à 2 victoires. Donc, Mais en fait, une victoire en début de saison contre Fordham et une victoire Fordham, à toute fin de match contre Syracuse. Sinon, le reste, il y a 10 défaites de suite, quoi. voilà, c'est ça. Et quand tu vois ça, malgré les quelques bons joueurs qu'ils ont, parce qu'on va les voir, tous les joueurs que j'ai cités avant, qui sont partis sur le portail de transfert, ils vont tous performer ailleurs, sauf peut-être le quarterback. Et tu regardes, ils ont fait venir qui? Un quarterback double menace, Mason McKenzie de Saginaw Valley Valley, ouais. State. C'est Ouais, ça. désolé pour la prononciation, c'est pas là. Et ils ont fait venir le redshirt freshman d'Arkansas, Gray Wilson. Plusieurs O-line de petites facs pour remplacer des mecs qui avaient le niveau large de ACC. Un des seuls points positifs, c'est l'arrivée du running back Evan Dickens qui a lâché 1333 yards à Liberty. Tu as un Reed Swanson, le grand receveur de Colgate, qui est sympathique, qui va venir remplacer, je pense, poste pour poste, Reed Harris. Tu as le petit defensive end Alex de Greek qui a fait 6 sacs à Harvard. Tu as aussi le linebacker Anthony Palano de Washington State. Mais ça s'arrête là. Et en plus, leur seul joueur que j'allais, pour ma part en tout cas, suivre pour la prochaine draft, c'était leur tight end Kalen Chudzinski, qui s'est fait le talon d'Achille en juillet. Et là, tu te dis, ah bah merde. C'est, voilà. Donc, malheureusement, en fait, j'espère qu'ils vont gagner un match. On en est là, en fait. J'espère que le match contre Maine, ils vont le gagner. Et derrière, je vois que des défaites. J'ai aucun motif d'espoir. C'est pas sexy. La classe de composite, de commit sur le composite, elle est en 53e place. Ils vont chercher 2 edge, 4 étoiles, Leak et Thompson, c'est pas mal, mais voilà, quoi. C'est compliqué. C'est très compliqué. Boston College, je pense que tout le monde va s'en foutre l'année prochaine, globalement. Ce sera une Ouais. victoire quasiment assurée d'office, quoi. Alors, c'est vrai que c'était une attaque qui fonctionnait notamment à la passe plutôt bien l'année dernière. Alors, au sol, c'était plus compliqué. Là, ils vont chercher effectivement Mason McKenzie. Donc, c'est de la D2, hein. Ils essayent de faire une Trinidad Chambly, un peu entre guillemets, puisque c'est un petit peu le même parcours. Je crois qu'il a remporté en plus le même titre de joueur de l'année dans je ne sais plus quelle division comme Chambly, conférence, comme Chambly l'avait fait. Voilà. Par contre, voilà, il faut que ça prenne direct. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Il est déjà junior. Il a, je crois, 2 saisons en tant que titulaire derrière lui. C'est un profil double menace. Voilà, pourquoi pas? Parce que le profil double menace te permet, on va dire que si tu n'as pas un énorme corps de receveur ou de running back, tu vois, tu compenses un peu avec ce profil-là.
Mais bon, si ton attaque passe seulement par un mec qui arrive de D2, ça va peut-être être compliqué. Tu viens de mentionner la blessure de Chuninski devait être peut-être la cible numéro 1, en tout cas en attaque. Donc voilà, donc déjà, tu perds ta cible numéro 1. C'est que des mecs de D2 quasiment qui arrivent Ouais, c'est ça. sur l'offense. Donc, ouais, ça peut être sympa, mais au bout d'un moment, ils vont sortir au haut niveau, notamment quand ça va aller jouer des équipes du top de la SEC. Je sais pas, je pense à Florida State, même Duke, Notre-Dame, Syracuse, Miami. La fin de calendrier, elle est affreuse. Ah ouais. Elle est affreuse. Après, effectivement, ils ont SMU, enfin voilà, c'est pas simple. Ils commencent à Cincinnati. Je pense que pareil, ça va être un match important pour eux parce que si tu perds, voilà, c'est compliqué à jouer. Ils ont en match out of conference, ils ont Cincinnati, ils ont Rutgers, ils ont Notre-Dame du coup qui compte contre un match out of conference, et le dernier, ça doit être, j'arrive même pas à voir. Virginia Tech, c'est Cincinnati, Rutgers, Maine, pardon, une équipe FCS. Voilà, pardon, je me perds. Et donc Notre-Dame. C'est compliqué, comme tu dis, de voir plus de 2 victoires là-dedans. Moi, je vois Maine parce que c'est une équipe FCS qui n'est pas d'un niveau extraordinaire, donc ça devrait le faire. Et peut-être gratter, je ne sais pas, contre une équipe un peu en difficulté, mais il n'y a pas vraiment. Enfin, Virginia Tech, ça va être costaud, et SMU, c'est costaud, Pitt, ça va être costaud, Georgia Tech, ça ne devrait pas être mal. Peut-être Duke, en fonction de comment la saison se passe, Florida State aussi, Syracuse. Enfin, voilà, c'est compliqué, à part Maine, de voir une victoire sûre et certaine dans ce calendrier-là. Donc, moi, je vais donner un bilan de 2-10, je pense, avec une victoire grattée dans la saison. Enfin, tu vois, un truc un peu à l'arrache. Peut-être Cincinnati en week 1, mais j'y crois pas, sachant que je suis côté des Bearcats. Ouais, je vais donner un bilan de 2-10. Voilà. Moi, je reste sur une victoire. Ok. Contre Maine, je suppose, équipe FCS. Oui, ouais, bien sûr. Ça serait effectivement plus cohérent. Ok. Voilà pour Boston College. Désolé pour les fans des Eagles, mais il n'y a pas vraiment de gros motifs d'espoir sur cette saison-là. À voir Mason Mackenzie, le quarterback qui est junior, donc qui devrait avoir une autre année d'éligibilité. Comment il fait le saut depuis la D2 jusqu'en FBS. Voilà, et peut-être que ça peut être une bonne surprise. Voilà, peut-être un joueur assez excitant à voir. On va voir ce que ça va donner. On part du côté de Cal maintenant, si mes souvenirs sont bons. Alors là, par contre, c'est beaucoup plus excitant. Là. Nouveau head coach, quarterback qui reste. Franchement, ça donne envie de voir cette équipe de Cal où l'attaque devrait quand même fonctionner plutôt bien. Bah ouais, surtout qu'ils ont réussi à garder Jeron Kiwe, JKS, voilà, c'est plus simple. Aujourd'hui, je crois que les noms, ça va pas être mon fort. JKS, en tout cas, ils ont réussi à le garder. C'était leur plus gros défi pour cette intersaison. Ouais, ça m'excite un petit peu, surtout qu'ils ont réussi à faire venir des joueurs assez intéressants, notamment en attaque, comme un Ian Strong de Rogers. Je pense aussi à Chase Kendricks qui a mis milliards à Ohio. Tu as 3 nouveaux running backs qui arrivent, dont Adam Mohamed de Washington, Ashton Emory de UTEP et Carter Vargas de Cal Poly. Tu as aussi un petit Dorian Thomas, le tight end de New Mexico, qui a envoyé quelques yards. Donc, c'est sympathique. Je m'attendais quand même à mieux, je ne vais pas te mentir. Je m'attendais quand même à mieux, surtout par rapport au quarterback qu'il y avait en place. Mais ça reste OK. Au point de vue défense, il y a quand même eu quelques pertes, notamment à la draft. Alors, leur cornerback, Ezekiel Masses. Mais surtout au transfert, au portail des transferts, Luc Ferrilli, qui au début, on avait parlé, qui a transféré à Clemson pour finir à Ole Miss. Mais ils ont aussi perdu Cade Uluave, qui est parti à BYU. Donc, c'est un petit peu relou de perdre leur paire de linebacker. Mais ils ont quand même fait un bon tas sur transfert des portail des transferts, pardon. Notamment, tu as l'ancien Blue Chip Prospect, le linebacker Kamar Motoudi. Sur la D-line, ils ont réussi à accrocher un Jericho Johnson et le safety Kingston Lopa d'Oregon. Parce que forcément, le Tosh Lupoy qui arrive avec quelques mecs d'Oregon qui n'ont pas réussi à avoir du temps de jeu. Ça me paraît sympa. Ça me paraît sympa. Il y a beaucoup de seniors qui sortent de blessures.
qui ont eu des problèmes de temps de jeu avant de transférer dans des petites équipes. Je pense au safety Michael Hurst. Je pense à Ricky Fletcher, le cornerback d'Ole Miss, qui est un bon corner, mais qui a été barré par deux, trois arrivées l'année dernière. Tu as un petit outside linebacker, Solomon Williams de Texas A&M, pareil, qui est en manque de temps de jeu. J'ai noté aussi que tu as un mec alors intéressant pour nous, Européens, entre guillemets, même s'il est africain, mais qui vient de la NFL Africa. C'est le edge Emmanuel Okoye, qui était avant à Tennessee, qui n'a pas eu de temps de jeu. Mm. Donc, intéressant de voir qu'est-ce que ça peut donner. Je suis assez hypé, mais j'ai quand même beaucoup de questions sur leur défense, Mhm. surtout sur le niveau des transferts. Ils ont quand même perdu leur noyau dur sur le portail transfert et à la draft. Donc voilà, j'ai mis quand même des petits doutes enfin un petit questionnement sur la défense, mais l'attaque devrait globalement bien fonctionner, même si Jaron Kiwi, il va devoir step up cette année. Il a montré de très belles choses, mais il va falloir step up. Mais je pense que ça suffit pour aller chercher au moins un bowl. Ça me paraît faisable pour eux. Ouais, et puis même, je pense qu'en fonction de comment ça se passe, enfin, je veux dire, Saga Potulele, c'était probablement le quarterback true freshman, enfin, le meilleur l'année dernière. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, ce qu'il a montré l'année dernière. Tu dis, tu as réussi à le garder parce que c'est toujours, voilà, Tosh Lupa, il arrive, pour rappel, c'était le cordeau défensif d'Oregon. Il arrive, nouveau coach, donc forcément, tu sais pas ce que tu vas garder. Vu la saison true freshman qu'il fait, ce mec a dû avoir des opportunités partout ailleurs, hein, qu'on soit très clair. C'est quand même un prospect Oui. intéressant. Donc voilà, donc il décide de rester. Donc les signaux sont plutôt bons. Tu recrutes un coach défensif. Donc tu as l'attaque qui va fonctionner parce que tu as ton quarterback qui est là. Tu as un mec plutôt axé défense parce que je crois que c'est un ancien linebacker de Cal en plus. Donc il revient dans son alma mater et je crois qu'il jouait linebacker. Donc voilà, il va donner une empreinte défensive en plus. Donc c'est intéressant. Après, voilà, je trouve que portail des transferts, moi je me fais toujours la question de la profondeur d'effectifs dans ces trucs, dans les effectifs avec beaucoup de transferts. Voilà. Moi je suis assez excité de voir cette équipe de Cal quand même parce que voilà, c'est un jeune quarterback avec pas mal d'armes autour de lui. Tu as dit Yann Strong, Chase Hendrick, c'est des joueurs qui ont eu l'habitude d'avoir beaucoup de réceptions, etc. Donc ça va lui donner une soupape de sécurité. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais voilà, il y a une attaque quand même à reconstruire parce que c'est quand même beaucoup de nouveaux arrivés quand même. Après, voilà, vous le savez, hein, on l'a déjà dit pour la SEC, il y a beaucoup d'équipes qui ont un effectif à reconstruire de A à Z. Et quand on dit il faut reconstruire l'effectif, c'est quasiment le cas de toutes les équipes, qu'on soit très clair. Donc voilà, c'est le boulot des coordonnées de trouver la bonne alchimie entre tout ça. D'ailleurs, le corps offensif, c'est Nick Rolovich, l'ancien head coach de Wazoo, vous vous souvenez, qui avait été viré parce qu'il avait refusé de se faire vacciner pour le Covid à l'époque, en 2020, enfin 2021, quand les vaccins étaient arrivés. Donc voilà, il a retrouvé un peu de taf depuis, et là, il est maintenant corps offensif. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience aussi, donc ça devrait pouvoir fonctionner. Le calendrier est pas insurmontable, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas Miami, il n'y a pas Notre-Dame. Il y a des matchs plutôt cool, notamment un match contre UCLA, voilà, match de rivalité d'entrée de jeu la première semaine. Moi, c'est vraiment une équipe que je vais suivre cette année. Et franchement, si ça fonctionne bien, ils ne devraient pas être très très loin d'être tout en haut de l'ACC. Parce qu'ils ont la chance d'éviter. Alors, ils se tapent SMU, mais il n'y a pas Louisville et il n'y a pas Miami. Donc, tu vois, c'est déjà plutôt pas mal en termes de calendrier, quoi. En fait, c'est leur début de calendrier. Il va falloir performer d'entrée. Mm. Si tu bats UCLA, que tu vas chercher une victoire à Syracuse, derrière tu joues Wagner, monte à 3-0 et tu vas Mm. potentiellement taper un Clemson, bah ouais, tu peux rêver grand quand même. Donc ça, moi je te dis, ball eligible, je pense que c'est presque sûr, on va dire. C'est sûr. Et après, si tu vas chercher 2-3 victoires à côté, ouais, tu peux. En plus, c'est foutu tellement bizarrement leur match dans la conférence, etc. En fait, tu as plein d'équipes qui peuvent aller au titre. Donc, Mm. tout est faisable. Je pense juste que ça va être trop léger pour cette année, pour aller chercher Mm. peut-être un SMU, ça sera peut-être dur. Même un Clemson sera peut-être dur, c'est faisable, mais dur. Voilà. De toute façon, quand tu as l'arrivée de nouveaux coachs comme ça, il faut regarder les classes de commit, comment réagissent les commits par rapport à cette arrivée-là. Et en 2027, ça réagit bien. Mm. C'était Tout à fait, ouais.
coordinateur défensif, ils vont chercher le meilleur joueur national en Djuko, qui est un cornerback. Ils vont chercher le 13e meilleur receveur. Ils vont chercher le 23e meilleur edge, le 25e meilleur corner. Donc voilà, c'est pas mal. En 2026, ils ont quand même réussi à garder quelques bons commits. Donc en vrai, je suis assez hypé. C'est juste que c'est dommage que tout ça n'arrive pas. Tout ça n'arrive pas au moment où tu as un bon QB, en fait. Mmh. Moi, c'est ce qui m'emmerde un petit peu. Mais bon. Après, on va voir, hein, donc JKS, il est là au moins pour 2 ans supplémentaires. On va voir, Mm. on sait que ça change vite, mais c'est vrai que les premiers signaux sont quand même positifs. Comme tu l'as dit, hein, les classes de recrutement potentiellement pour 2027 est quand même plutôt intéressante. Il y a pas mal de 4 étoiles qui ont commit pour l'instant. Donc voilà, donc en tout cas pour cette saison 2026, il doit y avoir une attaque qui fonctionne bien. On va voir la défense un petit peu, beaucoup de transferts bien évidemment. Mais voilà, en tout cas, les Golden Bears, ça donne envie de les voir jouer, ça c'est sûr. Alors le problème de Cal, c'est que souvent les matchs sont quand même relativement tard, hein, bien évidemment, c'est en Californie. Et ils ont pas mal de matchs à domicile. Le match contre UCLA, il est à 10h30, 22h30 Eastern Time, c'est-à-dire 4h30 du matin, heure française. Voilà, ça fait un petit peu tard, mais je vois que le match contre Syracuse va être relativement tôt, donc voilà, ça va être plutôt cool. Mais en tout cas, une des équipes peut-être les plus excitantes à avoir joué l'année prochaine. Ton prono, au fait, excuse-moi, parce que tu as dit au moins ball eligible, je vais regarder un Euh, petit peu. ouais, bah tu me prends de court, mais attends, je vais faire mon petit calcul. 1, 2, 3, Ah, 4, je vais dire entre 7-5 et 8-4. Défaite contre ouais. SMU, défaite contre Virginia Tech, peut-être, défaite contre Clemson, et et Dans un monde peut-être. idéal, ça peut prendre 9 victoires, hein. Ah, dans un monde idéal, ça peut prendre 9 victoires, effectivement. Je vais dire 8-4. Je vais dire 8-4, moi. Ouais, moi, l'8, ça me paraît pas déconnant. Entre 7 et 8, mais je vais rester comme toi, 8. Ça me paraît pas mal. Ok, et ben voilà pour les fans enfin en tout cas pour les Golden Bears et pour les Golden Bears, pardon, une équipe donc à suivre. Direction Clemson. Maintenant, on va parler des Tigers. Les Tigers. Alors, qu'au dire sur Clemson? Voilà, les ambitions de titres nationaux, je pense, sont un petit peu derrière maintenant. C'est Terminado. compliqué, mais il y a quand même un petit peu de talent, non? Allez, fais-moi rêver, Val. Il y a un petit peu de talent, c'est indéniable. Tu as quelques joueurs par-ci, par-là. C'est des très bons joueurs qui vont être draftés sûrement assez haut. Le problème de Clemson, n'en déplaise aux fans de Clemson, c'est Dabo Swinney et les coachs de position. Clemson n'avancera plus, c'est fini. Le temps où Clemson est une grande équipe, c'est terminé. Et de toute façon, on va le voir, c'est très simple. Je vais te faire l'état des lieux. Qui est parti à la draft? Tu as Blake Miller, leur tackle droit, tu as Peter Woods, le D-line, TJ Parker, le edge, Aveyan Terrell, le corner, Antonio Williams, le receveur, Kate Klubnik, leur QB1, Wade Woodaz, le linebacker 1-2, Damon Hart, qui était dans la rotation en D-line, et Adam Randall, qui était leur running back 1. Avec tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait, Clemson, l'année dernière? Bah rien. Ils font quoi? Ils font 4-4 en SEC, si je ne me trompe pas? Ouais, ils font 4,86 ici et 7-6 sur la saison, pardon. Donc derrière, dans le portail des transferts, tu perds Ricardo Jones, ton safety, et Khalil Barnes, qui vont respectivement à Vanderbilt et Georgia. Oh, bizarre, hein, ça part en S ici. Ils perdent un mec comme Stephilian Green, le D-line, vers LSU, qui était un peu pressenti pour prendre la suite d'un Peter Woods. Donc c'est dommage. Rajoute Ferrilli qui part à Ole Miss. Ouais, comme c'est bizarre. Et là, tu te dis, bah, j'espère qu'ils ont fait quelque chose sur le portail des transferts, mais comme on sait que Dabo Swinney est allergique au portail des transferts, alors il y a quelques mecs qui sont arrivés, hein, mais qui sont globalement des mecs de FCS. Donc, qui sont allés chercher? Ils sont allés chercher le running back 2 de SMU, Chris Johnson Jr. Bof. Voilà, ok, on parle de Clemson quand même. Bof. Ouais. Ils sont partis chercher le safety Jerome Carter de Third de Old Dominion, qui a fait une très belle saison, notamment avec ses interceptions. Allez, vas-y, pourquoi pas, c'est sympa. Et ils sont allés chercher Corey Myrick de Southern Miss, qui est aussi un safety. Voilà. Alors, ouais, tu vas me dire, ouais, bah, Clemson, ils développent des joueurs, etc. Très bien. C'est leur mode de fonctionnement. Mais moi, j'ai un gros problème avec le développement des joueurs, et tu peux le voir sur leurs grands joueurs qui restent cette année.
Je pense à un TJ Moore, à un Bryant Wesco, notamment au poste de receveur. Bon, un a été quand même pas mal blessé et l'autre, il drop. Donc, on a des problèmes de développement. Au poste de running back, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas eu un running back performant? Vous allez me dire Will Shipley, c'était il y a quelques années. On parle de Clemson, on ne parle pas d'une petite équipe de ACC. Normalement, Clemson, ça te sort un running back qui est au moins dans la rotation en NFL, je sais pas, tous les 3-4 ans, quoi, au moins. Bah non. Au poste de cornerback, ça va être Christopher Vizina qui va prendre très sûrement le rôle de quarterback 1. Mmh. On l'a vu un petit peu l'année dernière, et Ouais. cetera. Moi, ça me fait pas méga rêver. Mmh. Je On est suis je d'accord. suis honnête, je suis honnête. On est Donc, d'accord. ouais, tu as quelques bons joueurs. Tu as Ashton Hampton, le cornerback. Tu as le edge, Will Helt, qui, je pense, a aussi beaucoup gratté de ça grâce Mmh. à TJ Parker de l'autre côté. Je vais pas vous mentir, parce que je crois que j'ai rarement vu un edge avec aussi peu de quickness, de vitesse au get-off. Il est lent comme pas possible. Donc, je pense que il va être fraud check cette année, je pense. Voilà, c'est Mmh. mon avis. Après, ils ont leur linebacker Sammy Brown qui est toujours là, qui est pressenti pour être le meilleur linebacker de la prochaine draft. Donc, c'est sympa. Mais ils avaient déjà tout ça l'année dernière, ils n'ont rien fait. Donc, en fait, t'en arrives à la fin, tu regardes le calendrier, pardon, et tu te dis, bah, heureusement que ça joue pas Notre-Dame, heureusement Heureusement que que ça joue pas SMU, ça joue que Miami et LSU. Mais même en voyant ça, moi je me dis, putain, je suis pas sûr que ça finisse à cette victoire. mmh. J'en suis pas sûr. Et franchement, alors les fans, ce que je dis souvent, les fans de Clemson, mais Mmh. je parle souvent de Joe, de Pierre, ceux qui tiennent le compte Clemson FR, à qui on passe le bonjour, bien sûr, qu'on se chamaille un petit peu. Moi, ce que je leur souhaite, c'est qu'ils prennent, mais ils finissent même pas en positif. Il faut que Dabo dégage. Tu peux plus survivre en college football, surtout quand tu es Clemson, quand tu n'arrives pas à faire venir des mecs sur le portail des transferts. Et surtout, si tu avais des très bons coachs sur, par exemple, notamment sur le front seven, puisqu'ils arrivent quand même à sortir des joueurs, mais on le voit tous les ans, on se dit, les mecs, ils progressent pas. Imagine si tu avais le defensive line coach de Miami, qu'on parlera la prochaine fois. C'est pas pareil. Tu peux construire tes joueurs, etc. Parce que le mec est hyper bon. Mais ils n'ont pas de très bons coachs, c'est ça le problème. Ils n'ont pas de bons coachs de position. Moi, il y a rien qui me hype chez Clemson. Et puis, on avait parlé un petit peu, notamment quand on a fait la preview de LSU, on s'est dit peut-être que, mais maintenant qu'on a fait l'état de Clemson, je me dis, mais LSU, ils vont les éclater. Ah mais Moi, ça je te dis direct, ils vont les éclater. mmh. Bah, enfin, j'ai pas le spread sous les yeux là, faudrait que je regarde, mais ça me semblerait, surtout que c'est à LSU, ça me semblerait quand même au vu des forces en présence, mais après tu sais jamais. Alors, je suis d'accord avec toi sur Dab. 75% de victoire pour LSU contre Ouais, 24 sur ESPN. et t'as le spread ou pas? Je regarderai vite fait si je le trouve pas. Le temps que tu cherches, mais c'est vrai que Dabo, alors je sais pas s'il est allergique au portail des transferts, mais en tout cas, il y a quand même du mal à prendre totalement, on va dire, possession de cet outil-là. Euh, Chad Morris, le coordonnateur offensif, fait son retour. C'est-à-dire que l'ancien head coach de Arkansas, ça s'est pas très très bien passé pour lui, mais en tout cas, il avait été head coach du côté de Clemson entre 2012 et 2015, donc il retourne. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais voilà, alors c'est vrai que sur le papier, tu dis que tu as un duo de receveurs qui quand même, voilà, qui fonctionne très très bien, mais ils sont tout le temps blessés, donc voilà, c'est compliqué aussi. Au poste de quarterback, comme tu l'as très bien dit, Vizina, pardon, mais voilà. Et à l'heure où on se parle, on ne sait pas sûr que ça soit lui ou Tate Reynolds qui est le QB, qui sera QB1. Donc, c'est pas très bon signe quand ton quarterback, on va dire, vétéran, tu n'es même pas sûr si ça va être lui ton quarterback titulaire. Donc, je ne sais pas. Alors, il y a Sammy Brown, le linebacker, qui est probablement peut-être l'un des meilleurs joueurs défensifs de la conférence. Donc, ça, c'est plutôt bien. Mais tu vois, c'est un mec par-ci, par-là. Alors C'est qu'avant, ça. il y a des années, tu te souviens, la ligne défensive de Clemson, c'était une dinguerie sans nom. Là, tu te dis, tu as un mec par-ci, par-là. Donc, tu vois quand même que le niveau est quand même redescendu. Et voilà. Et
le standard qui était le standard dans les années 2010 et plus maintenant celui-là. Donc voilà, il faut l'accepter d'une certaine façon. C'est pas grave. Tous les programmes ne peuvent pas jouer le titre chaque année. Après, des fois, les étoiles s'alignent, etc. Mais est-ce que ça va s'aligner cette année quand ton quarterback s'appelle Christopher Vizina? Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Donc, je vais peut-être être un peu moins, comment dire, défaitiste que toi. Alors, effectivement, LSU en semaine 1, ça va être très, très compliqué. En fait, moi, c'est quand tu vois le calendrier, ils peuvent basculer en 2-3. Hein. Ils peuvent basculer en 2-3 parce que tu as LSU, en Georgia Southern, ça devrait le faire. North Carolina, ça devrait le faire aussi, mais tu as à California et Miami à domicile. Et donc, en fait, je pense, 3 de ces matchs-là, tu ne seras pas favori. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils ne soient pas favoris contre Cal, par exemple, parce que c'est à Cal. Donc voilà, tu peux être à 2-3 et attention, la fin de saison quand même. Alors après, la deuxième partie de calendrier est peut-être un peu plus simple. Mais pareil, tu as Virginia Tech, c'est quand même compliqué. Tu as Georgia Tech, c'est pas être compliqué. Tu as un déplacement à Florida State. Alors, on ne sait pas dans quel état sur Florida State, mais tu sais jamais ce qui peut arriver. Et puis, tu as le match de rivalité contre South Carolina. En fin de saison, bon, les Gamecocks ne sont pas en super forme. On en a parlé la dernière fois, mais je sais pas. Comme toi, je cherche des signes on va dire, de positifs là-dedans. Mais au vu du calendrier des forces en présence, ouais, si tu finis en 7-5, c'est même pas si mal que ça, quoi. J'en sais rien. Ouais, non, mais oui, clairement. Hein. Clairement, et puis de toute façon, tu le vois, même dans leur classe de recrutement, ça recule un Mmh. petit peu, tu vois, ils sont Mmh. 20e au Ouais, c'est composite. ça. C'est pas fou hein, pour Clemson. Hein. C'est vraiment pas fou. Donc, peut-être qu'on va me dire que je m'acharne un petit peu sur Clemson ou quoi, mais ça fait plusieurs années qu'on l'annonce et voilà, ça arrive. Donc, ouais. Après, moi, Et ça donc, m'en touche ni une ni l'autre en soi. Hein. Moi, Clemson, je m'en tape. Hein. Donc, petite question subsidiaire, est-ce que tu penses que Dabo sera le head coach de Clemson l'année prochaine, au moment où on fera la preview pour la saison prochaine? En fait, ce qui les sauve un petit peu, c'est que tu as un Georgia Tech qui est en reconstruction, que tu as un Duke où il y a des questions, que tu as un Syracuse qui est en balance juste par rapport à son quarterback. Mmh. C'est peut-être ça qui va les sauver, mais est-ce que Clemson est géré de la même façon que les Packers sont gérés? C'est-à-dire que tout le monde est copain et puis on est très bien comme ça et on va rester indéfiniment. Nous, ça nous convient. Moi, je sais pas comment ça se passe du côté de la Caroline, à Clemson ou quoi, mais je sais que dans d'autres équipes ou autres conférences, il y aurait déjà eu comment on dit en français, des riots, des Des, soulèvements, quoi, des mmh, manifestations. Euh, attends, mais c'était pas il y a pas longtemps, hein, Trevor Lawrence, Watson, FDP, mais à l'époque, Clemson, très bon joueur. mmh, Watson, Trevor Lawrence, DJ, heu, je veux dire, il y a quelques années. Donc moi, je sais pas. Moi, tu vois des équipes comme Ole Miss qui montent, bah, je prends mon cas parce que je le connais bien bien. sûr. Oregon qui monte, Oklahoma State, voilà, ça essaye quelque chose. Tu vois, ça va chercher les mecs de North Texas. Ça essaye quelque chose. Mmh, California, ça va chercher mmh. Touche Lopoy, ça essaye. Non, Clemson, je crois que c'est peut-être une des seules équipes qui essaye pas. Donc, Ouais, moi, j'espère qu'il sera viré ou qu'il démissionne, peu importe comment ils le font. Parce que je pense qu'il sera plus il démissionnera plus qu'il sera viré, je pense. Mais, enfin, qu'on comprenne bien, il sera viré, mais il démissionnera, voilà. mmh, Heu, Moi, je l'espère et j'espère que, bah, des équipes comme, Vitech, par exemple, je pense mmh, à un match charnière, les mmh, battent. C'est peut-être ce qui va déclencher le truc. mmh. Maintenant, peut-être ça se trouve, on est comme 2 cons et ils vont aller chercher une des meilleures, Et votre champion national cette saisons, année voilà. avec Vizina Heisman Trophy, on aura l'air vraiment de deux débiles. Ouais. Mais bon, je pense on est Sur le nombreux à papier, je penser comme pense ça. Quoi. qu'on est plus proche de ce qu'on pense tous les 2, mais bon, En tout on cas, sait on jamais. souhaite à Joe et Pierre qu'ils soient champions nationaux, hein, qu'on soit très clair. Hein. Ah oui, Sachant oui. que Joe va voir le match contre South Carolina, il me semble. Je crois qu'il l'avait annoncé sur les réseaux. Donc, Ouais, ça on va être. l'avait dit, si ça clique à South Carolina, ça peut être aussi relou, même si on avait Mm, émis des hypothèses, mais quand tu fais les parallèles entre les deux, mm. bah, il y a une possibilité que South Carolina gagne hein, quand même. Ouais.
Je suis d'accord avec toi. Au vu de comment peut se passer la saison, c'est un match quand même qui est difficile à pronostiquer parce que c'est le dernier match de la saison régulière en plus. Mais c'est deux équipes qui sont malades en fait d'une certaine façon. Mm. Et on va voir laquelle est un peu soit sur la voie de la rémission, soit complètement dead. Et on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que ce Clemson-là n'est pas sur une pente qui est très ascendante. Et voilà, on sait pas trop à quoi ressemblera le futur du college football. Et attention à ne pas rester derrière parce que c'est compliqué de remonter la Mm. pente ensuite. C'est très compliqué de Tu remonter peux la mettre pente. du temps. Effectivement. Et j'ai regardé le spread, c'est 9,5 points LSU favori. Oui, ouais, 10 points. 9 Moi, points. j'avais vu 10 points. Ouais, donc voilà. Ok, ok. T'as parlé de Duke. On va direction la Caroline du Nord. On va pas trop bouger. Duke. Les Blue Devils, champions en titre de l'ACC, mais énormément de départs. Ça va être très compliqué. Ils perdent leur quarterback, leur receveur numéro 1. Mais peut-être qu'il y a des motifs d'espoir. Je ne sais pas. Dis-moi tout, Val. Ouais, il y a quelques petits motifs d'espoir. Alors malheureusement, je pense pas qu'on sera au même à la fin de la saison, on sera pas au même endroit pour Duke, qui font 9 victoires pour 5 défaites. Tu as beaucoup de départs, comme tu as dit. Malheureusement, on va être obligé de les citer parce que c'est une grande partie déjà de l'attaque, des playmakers en attaque. Donc, Darian Mensah qui part à Miami avec Cooper Barcaté, le receveur. Tu as un Question Brown qui part dans la conférence, qui part à Virginia Tech, qui est un de mes petits coups de cœur de la pré-saison au niveau du scouting que j'ai beaucoup aimé, le petit receveur. Tu as leur safety aussi, Terry Moore, qui part à Ohio State. Un petit peu relou en sachant qu'ils ont perdu aussi à la draft Brian Parker, leur left tackle, le petit cornerback Chandler Reeves qui avait fait quand même une bonne saison et leurs deux edge, même s'ils n'étaient pas extraordinaires, ils perdent leurs deux edge titulaires. Derrière, tu as une classe de composite à la 71e position qui est pas folle, donc je me dis, bon, ça pue un peu. Et dans le portail des transferts, il y a quand même quelques recrutements intéressants. Tu as le quarterback de San Jose State, Walker Eggett, qui avait joué de mémoire avec je crois, soit une entorse au genou, soit une déchirure. Enfin, il a fait Mm. toute la saison avec ça, et qui est un bon petit QB, même si c'est pas voilà, extraordinaire, ça reste un bon petit QB. Tu as un Jared Richardson de Pennsylvania. D'ailleurs, de Pennsylvania, quand tu regardes, les mecs, ils sortent un paquet de joueurs, hein. Ah ben lui, tu vas voir, ça va être une dinguerie. Vraiment, hein. Il va enchaîner, enfin, il enchaînait les matchs à plus de 100 yards du côté des Quakers. C'était le meilleur receveur en Ivy League les deux dernières saisons. Enfin, tu vas voir, ça va être. Je pense que ça va faire comme un Cooper Barquette qui arrive de Harvard, lui. Enfin, tu vois, lui, je pense que ça va être vraiment une très bonne pioche. Si, si, Ouais, si, si Eggett est à son niveau aussi. ouais, bien sûr. Il sort plus de milliards et 12 TD. Et puis, ouais, comme je te dis, et Pennsylvania, un jour, je pense que je vais m'en occuper. Je vais essayer de voir un peu tout ce qu'ils ont fait et les mecs qui sont arrivés au niveau supérieur et s'ils ont réussi ou pas. C'est une folie. J'ai l'impression de les voir partout. Des running backs à plus de milliards, des receveurs à plus de milliards, des quarterbacks. C'est vraiment, vraiment pas mal ce qu'ils font, Pennsylvania. Pour revenir sur nos amis de Duke. Tu as le petit slot de Charlotte, Javen Nicholas, qui arrive, qui était un commit de LSU, qui sort d'une belle saison à 740 yards. Tu as le tight end de Louisville, Nate Koriski. Donc, c'est sympatoche. C'est Mm. pas au niveau de 2025, mais c'est sympatoche. Malheureusement, derrière, ça s'arrête un petit peu là. Alors, par contre, tu as quand même beaucoup de pertes sur le front seven, Mm. que ce Oui, soit pour la t'as plus draft ou personne, hein. T'as plus voilà, tous personne. les graduations, etc., et qui n'a pas vraiment été remplacé sur le portail. Donc, il y a quand même beaucoup d'inexpérience. Ils ont par contre aussi un très bon joueur qui est Nate Shepard, leur running back, Running back. que j'ai vraiment bien kiffé quand j'ai regardé Darian Mensah là, sur la off-season et Caution Brown, et etc. Barcaté, qui est vraiment bon. Je suis d'ailleurs assez surpris que le mec parte pas, mais je pense qu'il va faire un an, il va partir Mm. parce qu'il est vraiment bon. Et pour aller toujours sur le jeu au sol, ils ont deux très bons ajouts sur la ligne avec Nick Del Grande de Coastal Carolina et Brian Miller de Cal. Nick, de mémoire, je ne sais plus quel. Il est All-American quelque chose, dans la Mm. conférence. Voilà, bon, un très bon all-line de sa conférence qui arrive à Duke. Donc, c'est vraiment sympathique. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en vue du calendrier où ça joue en fin de saison Miami et Clemson,
Je pense que ça peut quand même être un petit poil à gratter de la conférence. Au moins bowl eligible, donc au moins 6 victoires. Après, c'est peut-être, tu vois, il y a Tulane en entrée qui peut être un petit Ouais. peu compliqué. À Illinois en semaine 2. Illinois en semaine 2. Derrière, tu as Stanford, William Mary, Georgia Tech. En fait, c'est beaucoup de matchs. Tu te dis, ça va être serré, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. L'autre, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est le poste de quarterback, en fait, parce que Walker Eggett, il est arrivé blessé, il n'a pas fait les entraînements de printemps. Mm. C'est compliqué. Et puis derrière, la QB room, elle fait flipper. Il y a Blaine Hippa. Alors, Blaine Hippa, vous ne le connaissez pas, c'est normal. C'est l'ancien quarterback de Princeton. Et pour l'avoir vu jouer un certain nombre de fois, je peux vous dire que c'est pas le meilleur passeur et pas le meilleur QB C'était pas le meilleur QB en Ivy League. Donc, je suis assez surpris qu'il arrive à Duke. Alors, il arrivera avec un peu d'expérience, mais bon, il ne jouera peut-être pas, j'en sais rien. Mais voilà, moi, j'ai quand même des grosses questions sur ce jeu à la passe. Parce que Nate Shepard, même s'il est talentueux, je ne le vois pas porter non plus l'attaque à lui tout seul, si tu veux. Bah non, Après, ça marchait bien parce qu'il y avait une attaque aérienne. C'était hum, toujours pareil. Hein. C'est complémentaire. Tu peux pas ouais, faire c'est l'un clair. sans l'autre. Donc, ouais, donc après, voilà, on a parlé de Jared Richardson, un joueur que j'adore. Et moi, je suis quand même très curieux de le voir ce que ça va donner. Après, voilà, la secondary, c'est des joueurs vétérans, donc pourquoi pas. Mais tu perds quand même Darren Mensah, qui est quand même voilà, Ouais, bah ton oui. maître à jouer. Et forcément, tu vas le payer, hein, d'une certaine façon. Après, Manny Diaz fait quand même du bon boulot en tant que head coach, donc pourquoi pas. Euh, Ouais, enfin, tu vois, Illinois, c'est voilà, tu sais jamais, hein, comment ça peut se goupiller, mais il y a effectivement, beaucoup de matchs où tu sais pas ce que ça va se faire. Match à Virginia, ça peut être d'un côté comme l'autre. À NC State, ça peut être un côté comme l'autre. À Wake Forest, ça peut être un côté comme l'autre. Enfin, Mm. tu vois, Ça. je vais dire un bilan de 6-6, voilà, parce qu'il va y avoir des défaites contre Illinois, je pense, des défaites contre Miami, probablement contre Clemson, probablement à Georgia Tech. Euh, Allez, peut-être 7-5. Je vais dire 7-5 pour Duke. Bah, moi, je vais rester sur mon bowl eligible à 6 victoires, donc un petit 6-6. Ça marche. On part du côté de Tallahassee, les Seminoles de Florida State. On parlait d'équipe malade avec Clemson. On arrive chez une équipe Mm. bien, bien malade. Alors, je ne sais pas trop quoi en penser de cette équipe de Florida State. Il y a du talent. On va parler de Dios Robinson, le receveur, voilà, qui est probablement l'un des meilleurs joueurs du côté des Seminoles. Ashton Daniels au poste de quarterback. Est-ce que Mike Norvell va sauter ou pas? Moi, c'est surtout ça la question. Est-ce que les Seminoles seront. Voilà, quelle saison des Seminoles on va avoir après des saisons en dents de scie les années précédentes? C'est compliqué. C'est compliqué. J'ai un peu de mal à voir où est-ce que ça va du côté de FSU. C'est pareil, ça a quand même été une grande équipe. Mm, Moi, je pense, tu vois, au match de rivalité face à Florida, tu vois, j'ai envie de voir un FSU des grands niveaux mm. à l'époque d'un Jameis Winston, par exemple. Donc, moi, ça m'embête de les voir comme ça. Et ouais, bah, tu regardes le portail de transfert, tu parles, tu vois, d'un Ashton Daniels, tu vois, en fait, c'est vraiment lui qui va être quarterback pour Ouais, FSU, tu vois. Tu dis, pff, ouais. je souffle, quoi. Je Mm, souffle. Il a vraiment été pas bon du côté de Auburn. Maintenant, ça reste sur ce que veut McNorvell, des quarterbacks qui courent principalement. Mais quand tu as réussi à garder un Deuce Robinson, tu vois, ce sera un petit peu dommage de pas réussir à le nourrir, quoi, comme on dit, mm. un anglicisme. Donc, c'est un petit peu chiant. Ils vont quand même chercher un Dean Denobile de Lafayette qui a un quarterback, à voir est-ce que ça peut pas prendre peut-être la place de Ashton Daniels. Je suis vraiment pas sûr de ça. Ça va chercher un joueur sympathique aussi, Trevion Wisner, le running back de Texas. Donc si ça met en place un jeu au sol, que ce soit avec le quarterback et le running back, ça devrait aller chercher pas mal de yards. Tu as un Xavier Chaplin, l'offensive tackle d'Auburn, c'est cool. Tu as le offensive tackle de Bowling Green, qui est vraiment pas mauvais du tout, Nate Pabst. Ça va chercher aussi en conférence un petit linebacker, Mikaï Jebayor de Non, ouais. UNC, et aussi le safety sophomore Mackie Jones de Duke.
Mais tu vois, c'est comme on dit sur certaines équipes, on parle de FSU, tu vois, Mmh. ça me hype pas foufou. Hem Il y a une classe de commit qui reste assez correcte quand même par Mmh. rapport aux résultats, de ces dernières années, malgré si on pense à leur super, année où ils finissent, invaincus. Notamment avec le 6e pardon, meilleur, cornerback de la classe, Chuck Kennon, potentiellement qu'on pourrait voir, cette année jouer. Hem, donc si tu te dis: «Ça va mettre un jeu au sol, en place un jeu au sol avec un Ashton Daniels qui va beaucoup courir», je te dis: «Vas-y, ça peut fonctionner correctement». Même si ça a perdu leur, tackle droit Micah Mmh. Patricius, qui était d'ailleurs à Ole Miss avant, pour la draft. Hem, que ça a perdu leur running back 1, mais comme on a dit, ils ont fait venir, Quintrevin Wisner et je pense qu'ils ont gagné au change par rapport à Mmh. Gavin, Sawchuk qui est parti à Northwestern. Et je pense que la plupart des joueurs qui sont partis, sur le portail des transferts, ils ont vu que ça allait pas lancer cette année. Je pense, notamment au receveur 2, Lawayne McCoy qui est parti à Louisville, leur tight end 1 pardon, Randy Pittman, junior qui est parti à Mmh. SMU. Ouais, l'attaque, ça devrait être correct, mais sans plus et ça va être, je pense, alors à part ceux qui aiment bien les jeux en option, ça va être, ils vont bien aimer, mais sinon ça pourrait être un petit peu chiant. Et au niveau de leur défense, c'est pareil, il y a un gros downgrade, quoi, surtout dans le backfield qui va être tout neuf parce qu'ils ont perdu, leur paire de safety Earl Little Junior qui a été super bon cette année, enfin l'année dernière pardon, qui est parti à Ohio State et Edwin Joseph qui est parti, lui à Ole Miss, qui est aussi un très bon, safety. Hem Et il leur reste en fait un joueur vraiment sexy qui est, le edge Mandrell Désir, qui si je dis pas je crois si je dis pas de bêtises, je crois il était freshman, cette année, peut-être sophomore, peu Sophomore, importe. ouais. Il est Ouais, sophomore. donc ouais, bah, écoute, je sais même pas si ça va aller chercher un bowl, en fait. Mmh. Je sais pas. Enfin, toujours pareil, moi, enfin, comme tu dis, Ashton Daniels, ça me vend quand même pas du rêve, plus Ah plus, putain, hein, qu'on soit très c'est clair. McNorvell, ses choix au poste de quarterback sur le portail des transferts, ça a été quand même compliqué, hein. Il a cherché DJ Uiagalelei en 2024, ça n'a pas fonctionné. oh, Castellanos l'année dernière, ça n'a pas été dingo non plus. Enfin, tu vois, il cherche l'appel rare, mais c'est surtout que j'ai pas l'impression qu'il va chercher le bon nom aussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est mais en fait, ça à commence voir. toujours ça commence généralement toujours bien. Leur saison, alors peut-être pas en 2024, ils ont fait une saison dégueulasse, mais du moins l'année dernière, ça commence bien et Bah, puis après Alabama, hein. ça Ouais. s'écroule parce que tout le monde a compris comment ça jouait. L'effet de surprise est parti et voilà, terminado, quoi. Mais En, ouais, en- non, en- c'est pas sexy. Je sais pas, tu vois, on parle de joueurs de D2, de FCS, va chercher des quarterbacks qui ont au moins ultra performé là-bas et tu te dis: «Ah, il y a un petit motif d'espoir». Ashton Daniels, tu sais ce qu'il va faire Mmh. et moi, je suis désolé, ouais, il y a aucune hype. 0. J'ai regardé la défense parce qu'ils ont À quand la même des bons défense. commits en défense. Donc il y a peut-être des freshmen, tu vois, qui vont commencer à Mmh. monter, mais ça reste faiblard, quoi. Ouais, je sais pas, Bah, et et ils ont c'est et ils ont surtout. un début de calendrier, relou. Ils ont deux matchs, en week 2, week 3, contre Mmh. SMU et Alabama. Ouais, c'est pas Derrière sympa et ça. derrière ils jouent donc après Alabama, ça joue Central Arkansas. Derrière, ça reçoit Virginia, mais derrière, ça fait Louisville, Miami, Et Clemson. Miami, ouais. Oh oh là là. Ouais. Il est pas sympa le calendrier, hein, de Florida Ouais, State. c'est Alors, ils vont jouer en week 0, hein, Florida State contre New Mexico. Donc, ils auront 2 bye week dans la saison. Mais moi, ce qui me fait flipper, c'est qu'il y a toute la ligne offensive à reconstruire, toute la ligne défensive à reconstruire. Tu as directement des gros matchs en début de saison. Tu dis attention à pas ce que ça parte en couille direct, quoi, et pas construire, tu vois, quand t'es dans. Toujours pareil, les cercles virtueux ou les cercles vicieux. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. Ça marche comme ça souvent dans le sport. Et une bonne dynamique entraîne une bonne dynamique. Et quand tu es dans la merde, tu es toujours plus dans la merde. Donc, là, franchement, tu regardes le calendrier, si ça sourit pas, tu peux être à 2-4, hein. Tu peux être à 2-4. Vous dites contre SMU, Alabama, Virginia, Louisville et Miami, donc tu peux même être à 2-5, hein. C'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible. Et la fin de calendrier est plus abordable, mais tu as quand même Clemson, tu as quand même Pitt.
Et puis, tu as Florida en fin de saison. Donc, attention, hein, le calendrier est quand même vraiment pas sympathique avec les Seminoles. Je sais pas, je vois une saison négative encore, hein. Je vois pas Ouais. mieux qu'un 5-7, hein. Je vois pas mieux qu'un 5-7, hein. Moi, j'ai du mal à leur mettre, je leur mets 4 victoires. Ok. J'ai du mal à aller plus haut. Alors, New Mexico State et Central Arkansas, on est OK. Je les vois perdre contre Virginia, même si c'est à la maison. Je pense que c'est un match un petit peu charnière pour eux, Ouais, avant tout de à faire fait. l'enchaînement Louisville, Miami et Clemson. Derrière, tu as Boston College, voilà, on n'en passe pas du bien. Donc, allez, ça va être 3 victoires. Je ne connais pas l'état de Pitt actuellement. Et c'est à Pitt, donc je vais partir du principe que voilà. Donc, ouais, tu vois, on est qu'à 3 victoires. Et derrière, c'est NC State, Florida. Ouais, 4. Peut-être Mm. 4 max. J'ai du mal à aller au-dessus. Avec un Mac Norvel, enfin, même avec mon bilan à moi, avec ton bilan à toi, enfin, viré, je pense, en cours de saison, Mmh. en fin de saison, enfin, voilà, c'est pas digne d'une équipe voilà, qui a remporté le titre il n'y a pas si longtemps que ça non plus, qui aurait pu jouer pour un aussi il y a quelques années, mais bon, on va pas revenir sur le débat. Mais voilà, en tout cas, Florida State, une équipe bien malade, et les motifs des soirs sont pas hyper nombreux non plus. À Non. voir, voilà, à voir ce que Deuce Robinson est capable de sortir. Mais bon, tu fais pas une saison sur un seul joueur, même si Sur un aussi serveur talentueux qu'il soit. sans quarterback qui s'est lancé. On est, on est d'accord là-dessus. Et ben direction Georgia Tech maintenant, les Yellow Jackets. Alors, avant qu'on commence, j'adore le calendrier de Georgia Tech. Ils jouent Georgia forcément, il joue Colorado, il joue Tennessee. Donc voilà, chapeau Georgia Tech, vous avez programmé des gros matchs et ça c'est cool. Alors, les Yellow Jackets, une équipe qui, voilà, comme tu en parlais en reconstruction, ils viennent de perdre Haynes King, un des meilleurs quarterbacks l'année dernière en college football. Il y aura quand même un duo de running back qui va être plutôt sympa à avoir joué, ça c'est plutôt cool. Mais c'est dommage que ce duo de running back n'était pas là l'année dernière. Enfin, tu vois, Mmh. c'est presque dommage. Comment tu les sens, toi, les Yellow Jackets? Moi, pour moi, c'est une équipe qui est très compliquée à pronostiquer. Voilà, ça fait partie des Mmh. équipes en SEC, sont nombreux à se dire, mais qu'est-ce que ça va donner? Mais sur le papier, ça peut fonctionner, quoi. Attention, pas de quarterback. Pardon. Ouais, il y a des motifs d'espoir quand même à Mm, G-Tech et notamment grâce à Brenke, qui pour moi c'est un des meilleurs head coach du college football. Je suis un grand fan, hein, je me cache mm, pas. J'aime vraiment ce qu'il fait. Et ouais, il y a beaucoup de départs, notamment avec des très bons joueurs à la draft, comme Rutledge sur la O-line ou Vandenberg sur la D-line. Tu as parlé de Haynes King, il y a Jamal Haynes qui était parti aussi, et Eric Rivers, le receveur. Tu as quand même pas mal de joueurs qui sont aussi partis sur le portail des transferts. On pensait à Ron Philo qui allait potentiellement prendre la place de Haynes King, mais il est parti à Florida. Euh, avec le receveur Bailey Stockton aussi. Tu as aussi Isaiah Cannon, leur autre très bon receveur qui est parti à Georgia. Ils ont perdu aussi pour Florida Luke Harping, le tight end, et leur bon linebacker Taj Butler qui va sur Ole Miss, qui devrait être, je pense, dans la rotation d'Ole Miss. Donc c'est un petit peu dommage d'aller se foutre dans une rotation alors que tu étais à G-Tech, que tu avais quand même un peu de lumière. Et tu te dis, ouais, bah, tu pars sur une construction, mais une reconstruction sur le portail des transferts, du moins, qui, je pense, a bien marché. Notamment, ça va chercher un Alberto Mendoza, donc le frère du dernier Iceman qui était à Indiana. Ça m'intéresse. Je ne connais pas trop le niveau, mais de ce que j'en avais entendu, vu, c'était pas une tanche. Donc, ça m'intéresse de voir ce que ça donne. Tu avais parlé de running back qui sont arrivés. Tu as Justice Haynes de Michigan qui est arrivé, qui est assez sympa. J'ai regardé un petit peu les deux running backs de Michigan. Alors, on n'est pas sur du haut niveau, mais pour le college football, ça fera largement l'affaire et ça peut aller chercher potentiellement une saison, je sais, peut-être à milliard, peut-être je m'avance un petit peu, mais ou du moins pas loin. Il fait plus de 800 yards, il fait plus de 800 yards en seulement 7 Voilà. matchs, hein, l'année dernière, C'est- Justice Hayes. Donc, potentiellement, c'est effectivement un running back à 100 yards par match, quoi. Mm. Donc ça peut être vraiment sympa et on parle souvent de joueurs de D2, etc. Et ça allait quand même beaucoup chercher à Georgia Tech ce genre de joueur. Il y a le receveur Isaiah Furman qui sort Mm. de Elon, qui a envoyé 900, qui a réceptionné 900 yards, qui a un grand gabarit à 6'4", qui devrait être, je pense, au poste de X l'année prochaine. Tu as le tight end de Dartmouth, Chris Corbeau, qui a été à plus de 500 yards, et celui de New Mexico State aussi, Gavin Harris, qui a été aussi très bon.
ça va te chercher derrière des mecs qui sont en manque de temps de jeu, qui étaient de hauts prospects de leur classe. Je pense au cornerback slash receveur Jalen Mboke de Alabama. Alors, par contre, qu'est-ce qu'il va jouer? J'en sais rien. Est-ce qu'il va jouer corner ou receveur? Je ne peux pas vous le dire parce qu'il a fait un peu les deux à Bama. Moi, je pense que ce sera plus receveur, mais pas à prendre avec des pincettes. Ça va chercher aussi le edge Noah Carter d'Alabama qui était à la 8e position de sa classe. Donc, c'est assez sexy. C'est des super athlètes qu'il va falloir développer. Et on sait, moi, souvent, je qualifie Georgia Tech de petite Georgia qui Mm. va chercher beaucoup de super athlètes et qui essaie de les développer. Et tu as aussi un bon petit cornerback de USF, Jonas Duclona. Donc, c'est sympatoche, c'est vraiment sympa. Je fais confiance à Brenke pour essayer de reconstruire tout ça, de partir sur un bon pied, c'est ça l'expression? J'ai peur de dire une bêtise. Ouais. Donc, ouais, maintenant, ça ne sera pas au niveau des dernières années. Je pense que Haynes King était à un niveau extraordinaire et voilà. Mais ça reste une équipe qui va être compétitive. Et même si tu n'as que 3 retours en attaque, contre 10 en défense, moi, c'est la défense qui me fait le plus peur. Et comme tu l'as dit, il y a quand même des gros matchs contre des grosses attaques. Et là, ça pourrait prendre peut-être un petit peu l'eau. Je pense à Tennessee en week 2. Tu as Louisville, Georgia, Clemson. Si les receveurs et la connexion avec Vizina se passe bien, ça peut être aussi un petit peu relou. Voilà, on reconstruit. Le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est leur classe de commit qui est à la 41e position. C'est pas fou. Je m'attendais quand même un peu mieux. Mais bon. Je partage ton optimisme mesuré, on va dire ça comme ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est voilà, c'est un peu le poste de quarterback quand même, parce qu'Alberto Mendoza, on l'a vu sur des bouts de match avec Indiana en saison dernière, mais voilà, entre rentrer quand ton équipe mène 40-0 et être quarterback titulaire, on n'est pas sur le même poste, qu'on soit très clair. Les deux cordeaux partent. Faulkner est parti du côté de Florida, donc voilà, donc c'est-à-dire deux nouveaux, voilà. Ça, c'est relou. Ça, c'est relou. Ça, c'est très Parce relou. qu'il était très bon. Il était très bon. Et il part en plus avec le quarterback, histoire de, voilà, de bien, Ah ouais. de bien enterrer le programme. Mais voilà, il y a quand même des bons joueurs. Moi, j'aime bien ce duo de running back. Chris Corbeau, excellent tight end du côté de Dartmouth. On parlait de lui pour partir à la draft en début de saison dernière. Il a préféré, je pense que c'était un mec qui était 7e tour undrafted. Donc, en fait, ces mecs-là, en fait, tu as presque plus à y gagner, à rester une saison de plus, gagner de l'argent et voir si ton draft stock monte derrière. Voilà, c'est un joueur très très intéressant. C'était vraiment le meilleur tight end d'Ivy League largement. Donc assez, je pense que ça va être une soupape de sécurité pour Alberto Mendoza aussi. Toujours important d'avoir ce genre de joueur-là pour un quarterback. Ouais, puis Georgia Tech l'année dernière, on se souvient, un début de saison de fou furieux, une fin de saison beaucoup plus compliquée, mais ça a toujours embêté. Ça fait 2 saisons de suite qu'ils arrivent à embêter Georgia. On se souvient de matchs complètement fous en 2024 là, avec je ne sais plus combien de prolongations. Mais voilà, comme toi, je pense que 8, il avait 8. Ouais, c'est n'importe quoi. Haynes King était tellement d'un niveau extraordinaire les saisons précédentes que ça va être compliqué d'arriver à ce niveau-là. Donc voilà, donc forcément un petit peu en dessous en termes de bilan, mais voir j'ai presque envie de dire un 8-4, ça me semblerait pas déconnant. Alors, Ah ouais? avec bah, Colorado, je pense que ça peut être une victoire. Tennessee, c'est à domicile, donc pourquoi pas aussi. Enfin, tu vois, donc ça fait un match, tu vois, border victoire défaite. Oh, Mercer, Tennessee, quand même pas. Je pense pas quand même. je sais pas. Je pense pas que, enfin, tu vois, je suis pas certain qu'ils gagnent contre Tennessee, mais C'est tu vois, c'est le possible, tu match. vois. Je te dis pas, c'est possible, mais Bon, on va dire que ça fait 3-1 au bout de 4 matchs, et puis derrière, Duke, ça fait victoire, donc 5-1. Virginia Tech, allez, 5-2. Boston College, 6-2. Pitt, allez, 7-2. Louisville, 7-3. Allez, 7-5. 7-5, je vais dire. Je vais dire 7-5. Hum, hum. Euh, 2, 3, 4. Moi, je connais pas l'état de Pitt, donc et c'est à Pitt, donc je leur mets pas en victoire. Ah, putain, pour moi, s'ils vont chercher 6 victoires, c'est déjà pas mal. En vue du calendrier de la reconstruction. Ouais, Mercer, Stanford, Duke, ça fait 3.
4 Boston College, Wake Forest 5. Peut-être une petite victoire Colorado, Tennessee ou autre, ou Virginia Tech. Ouais, 5-6 victoires. Ouais. 6 victoires. Je vais rester sur la partie haute de mon jugement parce que j'aime bien le programme. Ah, ok. Eh ben nickel. Donc 6-6 pour toi et 7-5 pour moi. Direction Louisville maintenant. Les Cardinals qui devraient faire partie du haut du classement de l'ACC cette année. Un gros match contre T-Rebels en semaine 1, l'un des très gros matchs de la Week 1. Isaac Brown, l'un des meilleurs running backs du pays. Voilà, Joe Brown, C'était ça une fait paire, maintenant. une paire de running back de folie. Et quand j'avais Ouais. Scott, Chris Bell, le receveur, Colin Lacey, et Miller Moss, le QB, et je regardais que les running back. Mm. Incroyable. Et je me dis, mais pourquoi on parle pas d'eux et tout, tu sais, Et là, pendant l'intersaison, on parle d'eux. Donc, c'est que voilà, les gens, ils ont vu. Mais ouais, les deux Browns, c'est très fort. Vraiment très fort. Donc, ouais, t'as un bon duo de running back. Et donc, ils vont aider un nouveau quarterback, hein, puisque effectivement, Moss n'est plus là. Alors, il y a quand même des questions sur tout n'est pas parfait chez les Cardinals, mais voilà, il y a quand même des certitudes. Est-ce que ces certitudes permettront de jouer les premiers rôles en ACC? Moi, je pense que oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ouais. Val? Moi, je pense que oui. Il y a quand même, comme on l'a dit, une très belle paire de running back et aussi une très belle O-line où ils ont réussi à faire venir, on en a parlé tout à l'heure, le O-line de Boston College, Erix Dottery. Euh, Ils ont aussi, en attaque, ils ont réussi à faire venir Trey Richardson de Vanderbilt qui a mis une belle saison à 800 yards. Ils sont allés chercher Jackson Vaught de Drake qui a fait aussi une belle saison. On en a parlé tout à l'heure de le receveur Lawayne McCoy de FSU. Ils sont allés chercher un très bon offensive tackle de sa conférence de Georgia Southern, Johnny Brown, qui est vraiment pas mauvais. Ils sont allés chercher aussi le tight end Brody Foley de Tulsa qui a mis plus de 500 yards l'année dernière, qui est vraiment pas mauvais. Donc c'est vraiment assez sexy. Et moi j'aime bien leur défense. Ils ont un joueur star qui est Cleve Lubin, le Edge, qui est pour l'instant moi dans mon top 5 des Edge. Un mec qui sera regardé pour le deuxième jour, qui est vraiment bon. Ils sont allés chercher le meilleur edge de UNC, Tyler Thompson, qui avait lui aussi mis 7 sacs l'année dernière. Donc, ça va faire une paire de edge qui va être vraiment problématique pour les O-line adverses. Ils sont renforcés dans le backfield avec Cohen Entringer de Iowa, qui sort d'une saison vraiment solide, et Caleb Beasley de Tennessee, un petit peu, si je ne me trompe pas, qui était en manque de temps de jeu, qui doit être sophomore, un truc comme ça. Donc, il y a quand même du talent qui arrive. Un petit peu léger au poste de cornerback avec un transfert d'Elon Bryson Scott, un de Kentucky qui n'a pas joué la saison passée et Santana Wilson de Texas qui était une recrue marginale ou quoi, mais qui de mémoire, quand j'avais vu ça il y a quelques années, c'était un très bon athlète, donc à voir comment ça arrive à faire progresser. Voilà, tu as une question sur le poste de quarterback qui est normalement sera Lincoln Kien Halls de Ohio State, qui était le 11e meilleur quarterback de sa classe en 2023. À voir ce que ça va donner. Mais une équipe qui me paraît globalement assez complète, avec peut-être des petits manques par-ci par-là, mais une équipe qui peut aller chercher le titre en ACC largement en vue de leur calendrier. Moi, je partage ton C'est pas des plus simples, optimisme. attention, C'est pas, mais c'est pas, qui est surtout, jouable, surtout, largement jouable. surtout le début, en fait. Oui. Les 3 premiers matchs, c'est quand même compliqué. Mais ils n'ont pas Miami, ils n'ont pas Notre-Dame, ils n'ont pas Clemson. En gros, ils ont SMU, quoi. En fait, leurs 2 plus gros matchs, c'est dans les 3 premières semaines. Ils ont Ole C'est Miss ça. en semaine 1 et SMU en semaine 3. Après, le reste, c'est quand même vraiment navigable, comme on dit, comme calendrier. Bon, Kentucky en fin de saison, bien évidemment, mais là, comme j'ai dit pour Clemson, c'est des matchs de fin de saison. De l'eau aura coulé sous les ponts. Moi, j'aime bien cette équipe des Cardinals, mais le problème,
c'est que le quarterback, tu sais pas à quoi ça va ressembler en fait. C'est ça surtout quoi. Parce que c'est donc quarterback qui a un peu joué avec Ohio State, mais pas tant que ça non plus. Il est déjà junior, bon, c'est-à-dire qu'il a un peu d'expérience quand même, voilà. Mais voilà, si ton quarterback, ouais, tu passes derrière Mahomes qui a fait quand même une bonne saison l'année dernière, euh, sans être extraordinaire non plus, hein, qu'on soit très clair. Mm. Mais bon, je pense que tu perds un peu au poste de quarterback quand même. Donc, tes deux running backs vont te sauver, hein, clairement, à ce niveau-là. Ça, c'est quand même vraiment cool. Tu vas chercher cependant des transferts, des soupapes de sécurité au poste de receveur et TLN. Donc, ça, c'est cool aussi. Donc, c'est intéressant. Tu obliges pas ton quarterback à être un playmaker folie, en fait, en faisant Ouais. ça. Et Mm. donc ça, c'est plutôt intéressant parce que je pense pas que ça s'en soit. Le problème, c'est que tu as une ligne offensive à reconstruire. Mais pareil, tu vas choper des éléments hyper intéressants aussi. Donc, tu vois, le recrutement, il est vraiment intéressant. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est une équipe qui il y aura du talent suffisamment, je pense, pour jouer les promos en ACC, c'est ce qu'on leur demande. Il y a du talent aussi défensivement, donc je pense que c'est une équipe très complète. Alors, il n'y aura peut-être pas des hauts très hauts, mais il n'y aura pas de bas très, très bas non Mm. plus. Tu vois, il va y avoir un floor qui va être assez intéressant, je pense, et tu as besoin de ça en college football. Mais voilà, mais le calendrier n'est pas simple. Mais quand Ouais, même, le match contre Ole Miss sur terrain neutre dans le ouais. Tennessee sera. Je pense que ça va nous donner toutes les réponses, notamment au poste de Mm, quarterback. mm. Je suis Si d'accord. on, si on les éclate et que le quarterback il fait un match de merde, alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas s'améliorer derrière, Mm. mais tu te diras ouais c'est un petit peu compliqué. Mais s'ils arrivent à être compétitifs, ouais, bah, ça peut être très compliqué pour les autres équipes. De toute façon, c'est un match qui va être sympa et pour Louisville et pour le Miss, hein, pour se Mm. tester vraiment en début de Ah saison. ouais, ouais. Euh, et puis après, tu as SMU. Alors, SMU, c'est à domicile. Mais bon, voilà, tu sais, imagine, tu bascules en 3-0. Vu la fin du calendrier, tu peux finir en 11-1 ou tu vois, 10-2, voire 12-0. Hein, c'est pas impossible Ah non bah, plus. Hein. ouais, largement. Qui peut les battre dans la fin de calendrier? À part peut-être Kentucky en fin d'année sur le dernier match? Ouais, tu as un déplacement à Georgia Tech qui peut être pénible, mais bon, Ouais, il y a moins de certitude, quoi. oui, c'est vrai, t'as raison. Il y Non, a t'as moins de raison. certitude. Je vais donner un bilan 10-2. Ouh, Ça me semble pas déconnant. ouais. Avec des faits Euh, contre le Miss et peut-être contre SMU ou contre SMU ou contre voilà contre Georgia Tech en fin de saison, mais je vais dire 10-2, ouais. Ça me semble pas déconnant. je suis entre le 9-3 et le 8-4. Ah oui, Ouais. Ouais, ouais. Le déplacement à Kentucky, relou. ouais, Déplacement à Georgia Tech, comme tu as dit, relou. Et après, défaite face à. Moi, je pense qu'ils perdent contre SMU, même si c'est à la maison. Et contre Ole Miss. Donc, ça me fait 4 défaites. ok, Donc, entre 3 et 4 défaites. ok. Ok, et ben, on verra tout ça, mais c'est vrai que voilà, attention aussi, début de saison très compliqué, tu sais jamais si tu te mets dans une mauvaise dynamique aussi Mmh. derrière, ça peut être un petit peu galère, mais bon, enfin Ça voilà, joue après, pas. Ouais. tu as un milieu de calendrier qui est quand même vachement abordable. Wake Forest, NC State, Florida State, Syracuse, Stanford. Enfin, là, ça doit faire win-win-win-win-win-win, quoi. Enfin, si tu Mmh. as le niveau que tu as attendu, normalement, il ne devrait pas poser trop de soucis. Et ben voilà, pour Louisville, on passe du côté de Miami, l'énorme éléphant dans la pièce, j'ai envie de dire, l'énorme favori, la grosse machine, favori malheureux l'année dernière, mais on a l'impression que cette équipe est devenue encore plus forte, encore plus forte. Darian Mensah arrive au poste de quarterback. Cooper Barkett, son receveur numéro 1 dans les valises. Qui peut arrêter Miami en ACC, en ACC? Bah, à mon avis, pas grand monde. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Val. Oui, ouais, pas grand monde en ACC, ça c'est sûr. Et quand tu regardes leur calendrier, bah, tu as Notre-Dame et Clemson, en gros, qui sont les deux gros matchs qui seront importants pour eux. Et mis à part Notre-Dame, je vois pas qui peut les battre, parce que je les donne gagnants face à Clemson, même si c'est à Clemson. Tu as dit qu'ils sont plus forts. Ah, Je suis pardon. pas d'accord. Ok. Je pense qu'ils sont beaucoup moins forts. Ça reste Miami avec des très bons Mm. joueurs. Hein, voilà. Ils ont quand même perdu leur paire Oui, d'edge, Ruben Bain bien et sûr. Messidor. Sur la O-line, ils ont perdu Moegoa et Bell, donc les deux tackles. Ils ont perdu leur guard Cooper. Ça fait beaucoup et c'est principalement moi la O-line qui me fait un petit peu peur pour Miami, parce qu'ils ont perdu aussi leur. Alors il n'avait pas joué
ou que très peu, je sais plus, mais qui est parti à Ole Miss, Tommy Kinsley de Forth, qui est d'ailleurs une des seules grosses pertes sur le portail des transferts que moi j'ai notifié. Donc tu vas partir vraiment sur une O-line vraiment toute neuve. Donc on va voir ce que ça va donner. Tu as même potentiellement un true freshman qui va peut-être pouvoir faire sa place, Jackson Cantwell, qui était numéro 2 à sa position et le 6e joueur national. Moi, c'est ce qui me fait peur sur l'attaque. Parce que tu as dit, voilà, ils vont chercher Darian Mensah. Je pense que c'est un upgrade par rapport à Carson Carson Beck, ouais. Beck, largement. Cooper Barcaté qui, bah, voilà, ils se connaissent, ils ont la connexion, c'est super. Ils vont chercher c'est un très bon receveur à South Carolina, Vandrevius Jacobs. Ils vont chercher le receveur 1 de West Virginia, pardon, Cam Vaughn. Donc c'est vraiment sympa parce qu'ils ont tous leurs receveurs, par contre, à côté, qui étaient attendus pour arriver en tant que titulaire cette année, qui partent. Et puis bien sûr, bah, ils ont Malakai Tony, hein, bah, tu es obligé voilà, de le mentionner. Donc ça va être quand même assez sympa. Sur l'attaque, ils ont toujours Mark Fletcher au poste de running back, qui est un très bon running back, un petit peu sous-coté, je trouve d'ailleurs, qui a fait un très bon taf. Donc l'attaque, ça va être principalement un questionnement sur la O-line. Est-ce qu'ils vont réussir ils vont pas réussir à arriver au même niveau, ça c'est sûr et certain, mais est-ce qu'ils vont réussir à arriver à un bon niveau? Notamment, on pense aux playoffs, c'est ça qu'on pense à Miami. Et sur la défense, c'est là où il y a eu des gros départs. Ils ont quand même réussi à faire venir Damon Wilson, de edge de Mizzou, qui, je pense, devrait être le edge numéro 1 avec Lightfoot, qui était dans la rotation l'année dernière. Sur la D-line, je reste sur la D-line, hein, c'est très fort. Ils ont Justin Scott et Ahmad Moten Jr. Au poste de defensive tackle. Donc, ils ont une grosse D-line, mais qui, alors, encore une fois, pas au niveau de l'année dernière, mais ils ont une grosse D-line quand même. Et je t'en avais parlé tout à l'heure, Jason Taylor, le D-line coach. À mes yeux, sur ce que je connais des coachs, des coachs de position, c'est ce qui se fait de mieux actuellement dans le college football. Il a fait vraiment des grandes choses avec Ruben Bain et Messidor. Donc, un Damon Wilson qui est très bon, mais qui, j'ai vu quelques petits problèmes, je pense qu'il va réussir à le faire progresser et on va avoir un mec qui va aller chercher 10 sacs dans la saison, je pense. Et je pense que c'est un peu le facteur X, c'est qu'il arrive à faire de Lightfoot et de Wilson. On va pas leur demander d'arriver au niveau de Messidor et de Ruben Bain, bien sûr, mais d'arriver au moins au point de vue statistique à quelque chose de close par rapport à eux, ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qui pourrait vraiment faire, qui pourrait soulager l'attaque de Miami, en sachant qu'ils ont le retour de leurs 3-4, je crois, cornerbacks qui sont très bons. Ils ont réussi à faire venir, on a parlé tout à l'heure, de Omar Thornton, le safety de Boston College, un peu pour remplacer Jacoby Thomas qui est parti à la draft. Sans oublier qu'il y avait Keontae Scott aussi qui est parti. Donc tu vois, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont partis sur cette défense. Mais je reste assez optimiste. Je pense pas, je peux pas mettre, tu vois, un point faible sur leur défense. Moi, vraiment, le seul questionnement, c'est le O-line. C'est vraiment ça. Maintenant, ça les empêchera pas d'aller chercher le titre en ACC. Et comme on a dit sur les autres previews, après, tout dépend de qui tu joues en playoff. Mais je pense que ça peut aller chercher les demi. De toute façon, l'objectif, ça sera ça, hein, qu'on soit très clair. Ça. Et puis là, tu vois, on a beaucoup reproché cette équipe de Miami l'année dernière d'avoir un seul receveur. Hein. De toute façon, ça a été un petit peu le critique. Là, tu vas chercher Cooper Barquette, donc déjà, ça te met de la profondeur. Il y avait CJ Daniels quand même qui n'était pas mauvais, mais c'était leur façon de jouer qui était. Il ne fallait pas demander trop parce que là, on est après le Hall of Fame game. Carson Beck a fait une grosse performance, mais Haynes King aussi. Et on ne parle pas de Haynes King comme un potentiel starter en NFL. Donc, Beck était un problème l'année dernière pour développer le jeu aérien. Mais tu as quand même step up au poste de receveur, je pense. Mais après, c'est comme tu dis, hein, Bain et Messidor, c'est 22 sacs à eux deux, donc il faut numériquement les remplacer. Ouais. Tu as peut-être un manque de profondeur sur certains postes. Alors, tu as Mohamed Touré au poste de linebacker, voilà, qui est quand même un sacré joueur, et c'était le meilleur plaqueur l'année dernière, il est de retour, donc ça, c'est plutôt bien.
Ouais, donc cette équipe-là, elle n'a pas l'air d'avoir d'énormément de défauts, puisque, encore une fois, avoir des défauts en 2026 en college football, c'est presque normal, hein. Les équipes parfaites n'existent plus, hein, qu'on soit très clair. Donc voilà, que cette équipe ait un peu de défauts, c'est normal, mais c'est pas la seule. Donc voilà, et puis il y a un calendrier qui est quand même faiblard. On va peut-être dire que ça comme Oui, ça, je sais pas ah oui, comment on peut le qualifier. ça joue Donc, personne, de soyons clairs, hein, ça joue toute personne, façon, ça joue 2 matchs. ça joue deux matchs, ouais. Ça joue deux matchs. Et encore, le deuxième, tu dirais qui? Parce que d'un Notre-Dame et qui? Virginia Tech. Allez, pour une petite pique à Clemson. Non, mais Mais oui, c'est vrai, hein. Clemson et Notre-Dame. Honnêtement, à part, enfin, s'ils ne finissent pas en 12-0, enfin 11-1 ou 12-0, ça serait Ouais. quand même une sacrée surprise, hein. On est d'accord. Oui, 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 clairement. Bah, en fait, leurs 2 matchs les plus compliqués, c'est des déplacements à Clemson et à Mm. Notre-Dame. Donc, Notre-Dame, voilà, ça va être compliqué, mais ouais, 11-1 quoi. Et c'est le minimum syndical. Je Mm. veux dire, ils sont en 10-2, je les insulte, tu vois? Je leur crache dessus, Mm. c'est pas normal. C'est pas Oui, normal, donc c'est 11-1. parce que là, voilà, ils vont jouer Stanford en semaine 1. Après, tu as Florida A&M, donc c'est une FCS. FCS, Wake Forest, Central Michigan, Clemson, Florida State, Pitt, North Carolina, Notre-Dame, Duke, Virginia Tech, Boston College. Enfin, ouais, si c'était pas en 11-1, il y a eu un truc qui a pas Mmh. fonctionné. Mais attention à cette équipe de Miami, hein, qui a quand même tendance à décevoir quand ils sont attendus. Et voilà, quand ils sont en position d'outsider, ça leur convient bien aussi. Là, ils sont quand même très, très, très attendus cette année. Voilà, le match contre Notre-Dame n'aura pas une importance capitale pour eux, parce que je pense qu'ils vont tellement être invaincus, enfin, ils ne perdront pas d'autres matchs. Donc voilà, qui gagne ou qui perd, finalement, ça ne va pas impacter trop. En plus, ça sera un match out of conference, donc pour jouer la finale de l'ECC, ça n'impactera même pas. Mais voilà, je pense que c'est important. Enfin, ce match-là, il sera important de se tester aussi contre une grosse équipe de Notre-Dame, aussi Ouais. pour voir ce qu'ils en ont sous le capot, quoi, concrètement, parce que je ne vais pas faire offense à l'ACC, mais je ne pense pas que ce soit Stanford ou Wake Forest qui vont vraiment tester cette équipe de Miami. Donc, je vais donner un bilan. C'est quand même compliqué d'être en 12-0. Je vais donner un bilan de 11-1, avec potentiellement une défaite contre Notre-Dame. Ouais, moi, je vais rester sur, est-ce que ouais, si je reste sur 11-1 avec une défaite à Notre-Dame et j'attends beaucoup de Darian Mensah, j'espère que ça va Mm. progresser cette année. Il a les armes pour. Moi, il est dans mon top, 4, Ok. de la prochaine draft pour l'instant parce que bon, j'ai un problème avec Arch Manning et Lanoris Sellers, mais parce que les 2 autres ont un potentiel, donc ça peut aller plus haut, qu'on soit d'accord, mais c'est quand même quelqu'un qui aura son mot à dire à la prochaine draft. On sait comment ça se passe pour les GM potentiels first Mm. round, même si je pense que ce sera plus un day two. Mais c'est vraiment, je pense qu'il n'y a pas eu de la lumière à Duke sur lui et que là, cette année, il va l'avoir, qu'il a les joueurs Ouais. pour et qu'il rencontre des équipes, voilà, des défenses qui sont vraiment pas folles. Donc, je pense que si ça step up, c'est à Notre-Dame. Ouais, non, je Mm. reste à 11-1. Je reste à 11-1. Mm. Et ça peut être un Heisman contender, Darren Ah, Mensah, vu le. vu ce qu'ils jouent, et s'ils font, parce que moi, comme j'aime le dire, si tu as un quarterback et que tu as fait une grosse performance contre la défense de Notre-Dame, tu as toute mon attention. Mhm. Donc, s'il sort une grosse perf face à Notre-Dame, bah, vu les autres défenses, ouais, je pense que tu peux, au niveau statistique, ça va y aller, quoi. On est d'accord, mais ouais, on joue un tous les deux parce que c'est quand même compliqué, mais bon, ça va pas impacter. Puis pareil, je pense qu'ils vont aller quand même relativement loin parce que pareil, tu vas te préparer, tu vois. Je pense, comme t'as pas un calendrier qui est super compliqué, tu peux garder un peu d'effort, je pense, tu vois, faire sortir vite les starters, des trucs comme ça. Enfin, tu vois, donc je pense que Mmh. ça pourra porter ses fruits sur la fin de saison pour Miami. Dernière équipe dont on va parler, on va redescendre un petit peu en pression, on va parler du Wolfpack de NC State, dernière équipe donc de ce premier épisode. Une équipe pareille qui est quand même pas si simple à pronostiquer que ça, à NC State. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du Wolfpack? Une équipe qui, on a l'impression, année après année, ça stagne un peu sur un 8-4, sur un 7-5, tu sais pas trop si ça va passer. Il y a l'expérience quand même un petit peu quand même au niveau de l'effectif. Est-ce que ça sera suffisant pour jouer les premiers rôles en ACC? Ça, c'est une autre question. Je pense pas. Très déçu de la off-season de NC State.
Ok. Ils ont perdu quand même beaucoup, beaucoup de joueurs. Ils ont perdu leur tight end 1, Justin Joly, à la draft. Mais ils ont perdu Hollywood Smothers, qui est parti à Texas, le running back. Ils ont perdu leur receveur 1, Terrell Anderson, qui est parti à USC. Leur receveur 2, Noah Rogers, qui est parti à Alabama. Leur left tackle, Jacarius P, qui est parti à South Carolina. Et tu as CJ Bailey dedans qui est resté. Et je me dis, mais pourquoi il est resté? Parce qu'on sait qu'il a eu des offres, notamment en SEC. Et pourquoi tu es resté, en fait? Est-ce qu'on t'a promis des choses, etc., sur les arrivées? Je parle même pas de thunes ou quoi, hein, mais je parle sur les arrivées. Donc, on va regarder bêtement les arrivées. Donc, tu as le petit receveur Victor Snow de Buffalo qui a fait une très belle saison à 800 yards. Tu as Josiah Trader qui arrive de Miami, qui était le 14e meilleur receveur du pays en 2024. Et Chance Robinson, qui était lui le 32e. Donc, quand je parlais tout à l'heure à Miami de receveurs qui partaient, bah voilà, c'était ces mecs-là qu'on attendait pour arriver et ils sont partis à NC State. Donc, tu as du talent, mais les mecs n'ont rien montré, donc tu sais pas ce que ça va donner en soi, hein. C'est que des classements de commits. Ça va chercher un Jemarion McCrimmon de ECU qui est bon. Ça va au poste d'offensive tackle pour combler le départ de Jacarius Peak, mais ça va aussi chercher un Jalen Hampton de UT Martin qui a été bon. Donc c'est cool, tu vois, en attaque, c'est ce que j'attends de NC State, mais de ce qu'ils avaient l'année passée, en fait, putain, c'est dommage qu'ils aient pas gardé tout le monde. C'est vraiment dommage. Je suis un petit peu déçu. Voilà, je suis un petit peu déçu. Au poste, sur la défense, ça n'a pas perdu grand monde, mais ça a quand même perdu leur meilleur outside linebacker qui était Kenny Suarez, qui est parti à Michigan State. Tu vois, c'est même pas pour partir dans une énorme équipe, ça part à Michigan State. Et ça fait venir derrière pour le remplacer le Harvey Dyson III de Tulane, qui est pas Qui a fait une mal. bonne saison, ouais. Et Kytron Evans, le defensive tackle de Marshall, pareil, qui a fait une bonne saison. Voilà, mais ça, il y a quand même un gros point d'interrogation globalement sur toute la défense et notamment sur les receveurs, de voir comment ça va marcher tout ça. Ainsi, CJ Bailey a un petit peu isolé, plus isolé que l'année passée, que la saison passée. Ouais, je suis pas super hypé. Maintenant, si on regarde le calendrier, il y a quand même une petite place à se faire pour aller chercher 6 victoires au moins. Je pense notamment, déjà, tu as Richmond en week 2, Appalachian State. Je pense que ça battra quand même Wake Forest, surtout à la maison. Ouais. Ouais, t'as quand même pas mal de matchs où tu sais pas. Tu as California, Duke, Syracuse. Parce que voilà, Syracuse, on en parlera la semaine prochaine, mais pas la prochain épisode. Mais bon, si Steve Angeli revient à 100%, Syracuse, c'est très intéressant aussi, hein. Donc voilà, tu as plein de matchs où tu sais pas trop. Alors, tu n'as pas Miami, tu n'as pas SMU, tu n'as que Louisville et c'est à domicile. Après, tu as un match contre Vanderbilt aussi en match out of conference. Tu as un match contre Virginia en week 0, là. C'est un match qui devait jouer au Brésil, mais finalement qui joue à Virginia. Très important, les 4 premiers matchs. Ouais, c'est effectivement très très important. Pareil, Appalachian State, tu sais jamais, hein. Alors, c'est peut-être pas. Appalachian State est peut-être moins fort qu'il y a quelques années, mais c'est le match bourbier par excellence. Tu sais jamais à quoi ça ressemble. Comme tu dis, moi, en fait, le problème, c'est que CJ Bailey est resté, très bien, mais tu n'as pas du tout le reste, en fait. Tu as toute une attaque à reconstruire. Tu fais venir des mecs. NC State, c'est typiquement l'équipe du milieu de classement, en fait. Ils vont chercher des FCS ou des group of six, leurs joueurs, et tu donnes à manger à des plus grosses équipes que toi. Donc, c'est vraiment le milieu de la chaîne alimentaire, entre guillemets. Maintenant, il faut que les mecs qui arrivent performent. Après, tu as un bon quarterback. Et donc, voilà, tu sais qu'avec un bon quarterback, voilà, là, c'est quand même plus simple aussi. Mais il est quand même, je trouve, très seul, hein, en attaque. On lui donne les clés du camion. Donc, je sais pas. Je sais pas trop. Après, défensivement, pareil, il y a quand même tout un front seven à reconstruire aussi également. C'est compliqué à pronostiquer, hein, vraiment, cette équipe de NC State.
Voilà, il y a du talent, hein. Tu as mentionné Hervé Dyson qui arrive de Tulane, voilà, qui a avec beaucoup d'expérience, qui a joué les playoffs l'année dernière, etc. Mais est-ce que ça va être suffisant pour passer, je sais pas, un plancher de 6 victoires, 7 victoires? Je crois pas, quoi, tu vois. Ouais, moi, vraiment, le 6 victoires, c'est mon max, hein. C'est vraiment mon max. Hem, c'est que ça manque d'expérience, notamment, ouais, au poste de Mm, receveur, mis à part mm, Victor Snow, mais on est sur un mec à 5'8", qui rend petit, qui va être, principalement dans le slot. mm, Et Joshisa Trader, pardon, et Chance Robinson, c'est les 2 mecs sur qui ils vont miser. Mais on a aucune info, on n'a aucune data sur eux, donc mm. ouais, moi, ma question, c'est pourquoi CJ était resté? Hem, C'est vrai. déjà pour un point de vue financier pour lui, Mm, je pense qu'il aurait touché plus ailleurs et potentiellement essayer de se retrouver dans une bonne équipe, tu vois? Si CJ Bailey, il part, je sais pas, à Florida. Alors bon, tu as l'arrivée d'Aaron Philo, du offensive coordinator et cetera, mais moi, ça me paraît pas dégueu, tu vois? S'il va là-bas mm. ou si, j'en sais rien, il y a plein d'autres équipes dans lesquelles il aurait pu aller en vrai, donc et où il y a plus de réponses. Non, mais Là, je suis ça d'accord. Après, va être un peu compliqué. enfin, peut-être qu'il adore Dave Doeren, hein, le head coach de NC State, qu'il a depuis très longtemps. Enfin, voilà, il y a peut-être une question aussi de, il se sent bien à NC Ah, State et ça lui va bien, quoi. Peut-être que, voilà, je voudrais oui, plus le très retrouver. clairement. Maintenant, je pars du principe que maintenant les mecs, c'est tous des mercenaires, donc c'est voilà, hein. Mm. Ça se trouve, il kiffe le programme et tout et c'est tout à son honneur. Très content, je serais très content que ce soit ça. Mais ouais, Qui prenons je alors, risque du de coup? regarder ça, un petit peu déçu. Bah, je sais pas. Allez, je vais me dire que les 2 receveurs là de Miami qui arrivent, Mm. ils vont exploser. Je vais donner, 6 victoires. Mais j'y Allez, crois pas vraiment. je te suis sur les 6 victoires, pardon, pour le Wolfpack. Ok, et ben on a plié les 9 premières équipes de l'ACC. On se retrouve très vite pour le deuxième épisode qui ira donc de North Carolina jusqu'à Wake Forest. Voilà, avec des équipes assez sympas comme SMU et Virginia Tech. On y reviendra donc la prochaine fois. Val, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on finisse tout ça? Non, non. Salut tout le monde. Et, et ben, merci en tout cas de nous avoir soit écoutés, soit regardés. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut tout le monde!